Bonjour. Dans cette seconde conférence, nous allons parler de l'analyse du risque. Nous allons voir que les maladies transmissibles sont des systèmes complexes. Nous allons parler de l'approche risque en santé publique, de l'analyse statistique et spatiale des épidémies et de la modélisation en épidémie. Alors oui, les maladies sont des systèmes complexes, de nombreux acteurs mobiles avec des relations et des mécanismes complexes à plusieurs échelles qui agissent et interagissent entre eux et avec leur environnement. L'approche systémique considère un phénomène de santé comme un système constitué de différents groupes d'agents qui agissent et interagissent en fonction de leurs caractéristiques et de leurs environnements, selon des processus que l'on cherche à décrypter à partir de situations observées, puis à modéliser. Les différents groupes d'agents sont constitués d'individus, hommes ou animaux, potentiellement susceptibles d'être affectés de façon individuelle par la pathologie ou le phénomène et de changer d'état sanitaire ou physiologique, d'agents pathogènes, virus, bactéries, parasites, champignons, prions, dans le cas de maladies infectieuses. Ça peut être aussi des substances nocives ou des polluants qui peuvent être à l'origine de certaines maladies non infectieuses, l'amiante, les métaux, les produits radioactifs, les produits chimiques, les pesticides, gaz, particules fines, etc. Éventuellement de vecteurs, c'est-à-dire un animal qui transmet l'agent pathogène à l'hôte, tel qu'un moustique, une tique, un rongeur, un oiseau, un carnivore. Et éventuellement de réservoirs et d'hôtes intermédiaires, c'est-à-dire un animal qui maintient et diffuse le pathogène dans la nature sans en être lui-même forcément affecté, tel qu'une civette, une chauve-souris, un oiseau, un mollusque. Dans le cas des maladies infectieuses, les individus, hommes ou animaux, sont appelés hôtes ou encore hôtes potentiels lorsqu'ils sont susceptibles d'être infectés. Les pathogènes sont pour la plupart mobiles et sont véhiculés soit par un hôte, soit par un vecteur, soit par un élément naturel comme l'air ou l'eau, soit par un moyen de transport mécanique, comme un avion, un bateau, un camion, etc. De nombreux pathogènes sont également présents dans les sols et ils peuvent alors être considérés comme immobiles, sauf bien sûr dans le cas de sédiments mobilisés par un cours d'eau par exemple. De nombreux facteurs environnementaux interviennent dans les processus et influencent directement, lorsqu'ils y sont exposés, les caractéristiques des différents agents, leur comportement, leurs relations en tant qu'individus ou en tant que groupe d'individus. L'émergence d'un nouveau virus se passe essentiellement de cette façon. On a un virus qui est dans la nature, qui circule dans un réservoir animal, par exemple les chauves-souris, c'est le cas pour Ebola et a priori l'ensemble des coronavirus. Nous avons parfois des hôtes intermédiaires, tels que la civette ou le pangolin, qui semble être l'hôte intermédiaire pour le virus du Covid-19. Et ce virus, de façon très sporadique, peut être transmis à l'homme et s'il a la capacité d'infecter, de passer d'un homme à un autre, il y a transmission interhumaine. Et si le virus est très contagieux, il y a dissémination et parfois pandémie mondiale. Du fait de cette vision systémique et multifactorielle, la recherche en santé est largement devenue multidisciplinaire. Alors que la recherche médicale et pharmaceutique est centrée sur l'aspect médical et biologique au niveau de l'individu en tant que malade, la recherche en santé fait maintenant appel à de nombreuses disciplines où l'individu n'est pas forcément un malade ni même l'objet d'études principales. Alors ce sont bien sûr la médecine et la pharmacie pour l'étude des pathologies, des malades, des soins et des traitements, la biologie et la virologie pour l'étude des pathogènes, l'épidémiologie pour l'étude de l'étiologie et des facteurs de risque, l'entomologie, la biologie, l'écologie pour l'étude des vecteurs, tels que les moustiques, l'écologie et la géographie pour l'étude de l'environnement au sens large, les sciences sociales, bien sûr, la géographie, l'anthropologie, la sociologie, pour la caractérisation des systèmes et l'étude de leurs mécanismes et l'étude des comportements. Enfin, les mathématiques, les statistiques et les sciences de l'information pour la caractérisation et la modélisation des phénomènes. Le système de santé joue un rôle particulier. Il est à la fois au cœur des facteurs qui influencent un phénomène de santé, puisqu'il cherche à le gérer et à le réduire,
est nécessaire au recueil de l'information épidémiologique qui sert à évaluer et analyser ce phénomène au niveau des populations, et donc à mesurer son propre impact. Une fois défini ce cadre systémique, on peut envisager de l'aborder avec une optique risque, en classant les différents éléments du système en fonction de leur influence supposée sur la probabilité du phénomène de santé au niveau de l'individu, c'est-à-dire le risque considéré comme une probabilité de maladie ou d'effet de maladie. Cette approche pragmatique, très utile en santé, permet de structurer la démarche scientifique, de rationaliser et d'enrichir la description des agents et de leurs environnements. Elle permet surtout de rationaliser la prévention et les actions de réduction du risque en ayant une approche santé publique. On distingue ainsi la menace, ou l'aléa, qui peut être agent pathogène, vecteur, réservoir, mais également polluant, substance nocive, bruit, présence industrielle à risque, etc. Ces éléments sont considérés comme nécessaires au développement du phénomène de santé. Ils ne sont souvent connus qu'en termes de probabilité, parfois très faibles, et sont potentiellement soumis à une importante variabilité aléatoire dans le temps comme dans l'espace. Deuxième composante, on a l'exposition à cette menace. Cette exposition peut d'ailleurs être spatialisée avec des lieux particulièrement propices à la présence de l'aléa. Elle peut également être individualisée, car certaines personnes sont plus à risque de transmettre la maladie que d'autres, et il faut les éviter. Ce sont les superdiffuseurs ou des personnes aux multiples contacts sociaux. La troisième composante, c'est la vulnérabilité, qui est l'aptitude à prévenir, faire face ou résister à la menace, et qui comprend plusieurs composantes, la susceptibilité de l'individu, essentiellement due au caractère individuel, génétique, biologique, comme le statut immunitaire ou l'âge, et sont fortement liées à la pathologie. Elle est individuelle, souvent donnée par une probabilité. La susceptibilité est une forme de vulnérabilité subie, sur laquelle il est souvent difficile d'agir, mis à part la vaccination, arme absolue dans le cas des maladies infectieuses. Nous avons également la vulnérabilité passive de l'individu, qui ne dépend pas directement de la pathologie, qui influence l'exposition de l'individu à la menace ou qui influence la protection à la pathologie. La protection est constituée de prophylaxie, d'accès aux soins, de réponse aux soins. Alors la vulnérabilité passive est indépendante de la présence réelle de la menace. On peut être vulnérable sans être exposé. Et la vulnérabilité est très souvent spatialisée, car souvent liée à des phénomènes de ségrégation ou de concentration spatiale. C'est la principale cible des politiques publiques en santé. La vulnérabilité active comprend tous les facteurs qui sont susceptibles d'augmenter l'exposition directe de l'individu à l'aléa. Ça comprend notamment les comportements dits à risque, déplacements, contacts, activités professionnelles, pratiques à risque. Et la mise en évidence des vulnérabilités actives permet d'optimiser les politiques de réduction du risque en ciblant en priorité les groupes qui sont concernés. Alors, le risque est la conjonction de la présence de l'aléa et de ses différentes vulnérabilités. L'évaluation de la menace dépend des caractéristiques du virus, des caractéristiques de la maladie, des caractéristiques de l'environnement qui est souvent anthropisé, c'est-à-dire modifié par l'homme. L'exposition à la menace dépend des caractéristiques de la population et de l'environnement et des comportements de la population. La susceptibilité dépend des caractéristiques génétiques et biologiques de la population. Et la vulnérabilité dépend essentiellement des caractéristiques, notamment socio-économiques et comportementales de la population. On va pouvoir essentiellement agir contre l'exposition à la menace et la vulnérabilité. Il est beaucoup plus difficile d'agir sur la menace elle-même, puisqu'elle est souvent liée à l'environnement et à la nature, et qu'il est difficile de se séparer complètement de la nature. Il est également difficile d'agir sur la susceptibilité puisqu'elle dépend essentiellement de caractéristiques génétiques et biologiques de la population. Alors, réduire le risque avec cette approche, c'est une approche plus pragmatique, puisque
On peut avoir des moyens de réduire la susceptibilité de l'individu, notamment par la vaccination. On peut avoir des moyens pour réduire l'exposition de l'individu au pathogène. Par exemple, le contrôle vectoriel, parce qu'on veut éliminer les moustiques, ou réduire d'une façon générale les conditions favorables aux vecteurs ou aux pathogènes. On peut fermer des lieux de diffusion, instaurer des zones d'exclusion, réduire les contacts, confiner, compartimenter, faire des quarantaines, etc. Essentiellement des cordons sanitaires. On peut essayer d'éliminer l'agent pathogène directement, c'est ce qu'on fait quand on fait de la désinfection, de l'hygiène, ou quand on abat des animaux dans un périmètre, ou indirectement en essayant de supprimer la transmission entre les hommes. C'est ce que l'on fait quand on essaye d'atteindre une immunité de groupe. Et bien sûr, on peut réduire la vulnérabilité de l'individu, qui est socio-économique, comportementale, par la prévention, par un meilleur accès aux soins, et bien sûr par des mesures socio-économiques. Alors, la susceptibilité individuelle, c'est essentiellement la vaccination. Lorsqu'elle est disponible, c'est l'arme absolue pour éliminer ou réduire la susceptibilité d'un individu. Pour la grippe, on a un vaccin qui n'est pas efficace à 100%, mais qui réduit considérablement la susceptibilité individuelle. Donc il est important que toutes les personnes vulnérables soient vaccinées. On a la susceptibilité collective lorsqu'une partie de la population n'est plus susceptible. Donc l'immunité de groupe, ce qu'on appelle herd immunity en anglais, permet de réduire et même d'éliminer la diffusion. Lorsque le R0, ce fameux nombre de reproduction de base, devient inférieur à 1. Le taux d'immunité individuelle nécessaire pour arrêter la transmission dépend des caractéristiques de contagiosité du pathogène. Il est estimé en général par modélisation. Pour la rougeole, par exemple, l'immunité de groupe doit être de 90%, puisque le virus est extrêmement contagieux. Pour la grippe saisonnière, on l'estime entre 30 et 50%. Pour le Covid-19, vu sa contagiosité, on estime qu'il faudrait 50 à 70% que la population soit immunisée pour qu'il arrête de circuler. Alors, réduire l'exposition d'un virus à transmission aérienne ou par aérosol demande des mesures strictes. C'est difficile. Ça demande des mesures strictes, notamment pour les susceptibles les plus vulnérables. Cela signifie une protection individuelle. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des gestes barrières et de porter des masques si nécessaire. Il faut restreindre strictement les contacts individuels, donc limiter les rassemblements, bien sûr. Restreindre les déplacements en transport en public. Détecter et isoler les contagieux potentiels et suivre les chaînes de transmission. C'est pour ça qu'il est important de faire des tests. Et il faut bien sûr fermer les lieux à risque, établir des cordons sanitaires, établir des confinements et de la compartimentalisation entre zones pour éviter que des sauts à longue distance viennent infecter l'ensemble d'un territoire. Donc l'exposition à la menace peut être spatialisée, ce sont des nœuds de diffusion comme les marchés, les cinémas, les commerces et les lieux de rassemblement, c'est pour ça qu'il faut les fermer le plus rapidement possible. Et l'exposition à la menace peut être individualisée, c'est-à-dire qu'il faut éviter non seulement les contagieux potentiels, et donc les connaître en faisant des tests, il faut éviter les superdiffuseurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent, soit biologiquement, soit par leur comportement, infecter beaucoup de gens, dont les personnes multicontacts, et donc les hommes politiques, etc., etc. La mise en place de mesures de réduction de l'exposition répond à un principe de précaution visant à la maîtrise d'un risque donné. Donc il faut aussi réfléchir sur le risque que l'on est prêt, que l'on accepte de prendre. On peut essayer d'éliminer le pathogène. Alors, les propriétés chimiques et physiques des virus enveloppés permettent d'avoir des pistes là-dessus. Les virus, ce sont des organismes fragiles, notamment par leur membrane. Le virus de la grippe, par exemple, peut être conservé à 4 degrés pendant une semaine, à peu près, donc dans le froid et dans l'eau. Il est détruit si l'on l'expose à la chaleur, à plus de 60 degrés, pendant 30 minutes environ. Le virus est inactivé par l'irradiation des ultraviolets, par l'éther, le phénol, le formol, les détergents, les savons, etc. C'est essentiellement l'enveloppe du virus qui est détruite
par ces produits. Par contre, le virus de la grippe, par exemple, peut persister dans certains sols, dans les argiles notamment, dans de l'eau très froide, dans les fientes des oiseaux, pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Par contre, sur la peau, il ne reste que quelques minutes. Jusqu'à 8-12 heures sur des surfaces poreuses comme le papier, le bois, l'éponge, le tissu, les vêtements, et plus longtemps sur des surfaces non poreuses, comme le verre, le plastique, les métals, les surfaces vernies. Quand il est intégré dans des particules de mucus de quelques microns, en fonction de la température et de l'humidité relative, et si elles ne sont pas exposées au soleil, car les ultraviolets détruisent les virus. L'éradication totale d'un pathogène, c'est une autre histoire. Elle ne peut être obtenue que lorsque le pathogène ne trouve plus de susceptibles pour se transmettre et implique donc de nombreux facteurs. Par exemple, lorsque le système comporte un réservoir animal, comme c'est le cas pour de très nombreux virus qui infectent à la fois les animaux et les hommes, comme par exemple la rage, un pathogène ne peut être éradiqué qu'à condition d'éliminer ou de vacciner tout ce réservoir, ce qui est bien sûr impossible. Le SARS-CoV-2, tout comme le SARS-CoV, a émergé à partir du monde animal, mais il est peu probable que ce variant ait un réservoir animal permanent. Tout comme le SARS-CoV, il disparaîtra vraisemblablement lorsqu'il n'y aura plus de transmission interhumaine. De nombreuses bactéries pathogènes pour l'homme sont présentes dans l'environnement, comme dans les sols, et ne pourront jamais être éliminées. Par exemple, pour des maladies comme le tétanos, le choléra, la leptospirose, etc. À ce jour, seul le virus de la variole a été éradiqué grâce à la vaccination, qui a entraîné la disparition de la transmission, et donc du pathogène, car celui-ci n'avait pas de réservoir sauvage. L'un des objectifs de l'OMS pour la décennie 2010-2020 était l'éradication de la rougeole, mais cet objectif n'a pas été atteint à cause de couverture vaccinale insuffisante. Par contre, initiée en 1988, l'éradication de la poliomyélite par la vaccination est en de bonne voie. Actuellement, plus de 85% de la population mondiale vit désormais dans des régions exemptes de polio. Réduire la vulnérabilité est quelque chose d'essentiel en santé publique. La vulnérabilité, on le rappelle, c'est l'aptitude à prévenir, faire face ou résister à une menace. Alors, la vulnérabilité individuelle, elle est composée de susceptibilité, qui peut être génétique, biologique ou dépendant d'un état de santé, sur laquelle il est difficile, sinon impossible d'agir autrement que par une vaccination. On a également la vulnérabilité socio-économique, impliquant souvent un recours aux soins dégradés. Ce sont souvent les gens socio-économiquement les plus en difficulté qui sont les plus vulnérables aux problèmes sanitaires. Et on a également une vulnérabilité comportementale avec des pratiques, des comportements qui augmentent l'exposition à la menace. La vulnérabilité socio-économique et comportementale peut être réduite par la prévention et par un meilleur accès aux soins et par une bonne communication. C'est la cible principale des politiques de santé publique. Mais la vulnérabilité ne peut pas être traitée dans l'urgence d'une crise sanitaire. C'est difficile. Donc c'est vraiment une question de prévention et de politique publique. Alors, la notion de vulnérabilité, elle peut également être étendue aux lieux et aux services, ce qui amène à la notion d'enjeu, c'est-à-dire les lieux et les services vulnérables à préserver en priorité en cas d'aléa grave. C'est bien sûr le système de santé, mais également les systèmes de sécurité, l'armée, les systèmes politiques et les crises, les systèmes de décision politique. Alors, en situation d'urgence, justement, quand la politique publique n'a pas permis de diminuer suffisamment la vulnérabilité pour qu'une épidémie se déclare, on a plusieurs réponses. On peut réduire la susceptibilité par la vaccination de masse lorsque c'est possible. C'est ce qu'on a essayé de faire pour la grippe à plusieurs reprises. Mais c'est difficile et parfois il y a des résistances à ces vaccinations et ça peut tourner au fiasco. Il faut mettre en place des systèmes de recueil de données et de partage de l'information afin de pouvoir analyser les données virologiques et épidémiologiques et déterminer très rapidement les caractéristiques de l'infection et de son évolution. C'est très important. Et c'est ce qui s'est passé relativement bien
pour l'épisode actuel, car les autorités chinoises ont très rapidement mis des informations à la disposition de la communauté scientifique internationale. Il faut mettre en place des cellules de gestion de crise afin d'optimiser la réponse sanitaire et sociale. C'est également très important d'avoir une réponse organisée et des décisions bien organisées et bien comprises par la population. Il faut détecter très rapidement les foyers de transmission, donc faire la détection d'agrégats, ce qu'on appelle cluster en anglais, surtout avant le stade épidémique, afin de contrôler l'exposition et instaurer des cordons sanitaires. Il faut réduire l'exposition en fermant les lieux et les activités à risque de superdiffusion. Ce sont essentiellement les rassemblements, les manifestations, les concerts, les événements sportifs, les événements religieux, les rassemblements politiques, etc. Il faut faire ça le plus tôt possible. Il faut réduire l'exposition des plus vulnérables par des mesures rigoureuses également le plus tôt possible, donc confiner les personnes vulnérables le plus tôt possible, et assurer la continuité du système de soins qui est un enjeu majeur très vulnérable, car il n'est pas dimensionné pour des grandes épidémies. Il faut surveiller, bien sûr. Pour la grippe, qui est une maladie connue depuis longtemps, les réseaux de surveillance sont importants. Ils sont en France basés sur des médecins sentinelles, sur des réseaux en milieu hospitalier. Il y a un réseau européen et l'OMS coordonne une surveillance mondiale donc qui est très efficace. La surveillance virologique également est importante, c'est-à-dire que l'évolution des virus de la grippe est suivie en permanence par prélèvement sur les malades, par envoi des prélèvements aux centres régionaux de référence, par séquençage des souches pour voir comment évolue le virus, voir s'il y a de grosses différences, des cassures antigéniques, afin de prévenir l'émergence d'un nouveau variant qui potentiellement pourrait être beaucoup plus dangereux ou contagieux. Il permet également d'ajuster la composition des vaccins en fonction de l'évolution des virus de la grippe. Pour tout cela, l'analyse statistique, la modélisation statistique et l'analyse spatiale sont importantes. Elles permettent d'évaluer, à partir de données épidémiologiques et environnementales, les caractéristiques de l'émergence, les caractéristiques de la transmission, de la diffusion, les relations avec l'environnement, les facteurs de risque et de vulnérabilité, donc d'influencer très rapidement les décisions politiques pour réduire la vulnérabilité et l'exposition à la menace. La modélisation spatio-temporelle, je ne parle pas de modélisation statistique permettant d'analyser les facteurs de risque. La modélisation spatio-temporelle permet de modéliser les phénomènes d'émergence, de diffusion et d'extinction des épidémies dans le temps, afin d'évaluer les conséquences d'une épidémie en fonction de caractéristiques du virus, notamment de sa contagiosité et de sa virulence, des caractéristiques de l'émergence, de la transmission, de la diffusion, des facteurs de risque et de vulnérabilité, élaborés lors des analyses statistiques et spatiales. C'est en fonction de la susceptibilité de la population, bien sûr, et des mesures de diminution de l'exposition. Donc, la modélisation permet d'évaluer l'évolution d'une épidémie dans le temps et permet surtout d'évaluer les conséquences de décisions sanitaires, politiques ou sociales et d'élaborer différentes stratégies. On utilise plusieurs modèles. Le modèle le plus simple, c'est essentiellement un modèle à compartiment de population, qu'on appelle SEIR. C'est-à-dire que la population globale est rangée dans des groupes en fonction de son état sanitaire, susceptible, exposé, infectieux, infecté ou remis. Et le nombre, la modélisation consiste à évaluer à chaque pas de temps le nombre de personnes qui se trouvent dans chaque compartiment. On utilise pour ça essentiellement des équations différentielles et les caractéristiques de l'agent pathogène et de la population globale sont des paramètres des équations différentielles. Alors, ce sont des modélisations sur des compartiments globaux. On peut introduire des composantes stochastiques pour les paramètres, des composantes aléatoires, puisque bien souvent on ne connaît pas avec précision ou avec certitude ces paramètres, où ils sont variables dans le temps et dans l'espace.
La modélisation permet d'estimer une quantité, le nombre de reproductions de base, qu'on appelle R0, qui donne l'évolution de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il soit l'épidémie tend vers 0, ou elle tend vers un point d'équilibre d'endémicité non nulle. Et la modélisation permet d'estimer le seuil de susceptibles dans une population nécessaire au maintien d'un R0 supérieur à 1. Donc c'est l'immunité de groupe qui est acquise lorsque le nombre de susceptibles devient inférieur à ce seuil. Alors ce type de modélisation a de nombreuses limitations. D'abord parce que les compartiments sont uniformes sur l'ensemble de la population. On utilise des données moyennes sans prise en compte de la variance, notamment pour la diffusion, pour les super spreaders. On omet de nombreux facteurs, comme la durée de l'immunité, le temps de latence, etc. Donc il faut rendre ces modèles plus complexes pour prendre en compte l'ensemble des paramètres, soit du pathogène, soit de la diffusion, soit de la maladie. Et il n'y a pas de prise en compte des complexités géographiques, écologiques, environnementales ou socio-économiques, puisque toute la population est mise dans des compartiments uniquement en fonction de l'état sanitaire. D'où l'idée de faire des modèles spatiaux, donc de prendre en compte les particularités locales en désagrégeant l'ensemble de la population en unités géographiques, et donc de faire par exemple des modèles à compartiments dans chaque département. Alors, ou dans des unités plus petites ou plus grandes. À condition, bien sûr, que ces unités géographiques aient des composantes plutôt uniformes ou moins variables que l'ensemble du pays. Et il faudra, du coup, gérer des fonctions de transfert entre unités géographiques. Alors on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire désagréger complètement le système, arriver à l'individu, et donc faire ce que l'on appelle des modèles individus centrés, ou multi-agents, quand il y a plusieurs types d'individus, ou comme c'est le cas d'agents, comme c'est le cas pour les maladies, comme on l'a vu au début. Donc on désagrège l'ensemble du système en individus, et les équations différentielles sont remplacées par des règles de comportement et de déplacement que l'on applique à chaque individu pour chaque unité de temps. Bien sûr, ça demande une puissance de calcul bien supérieure, mais qui est tout à fait disponible actuellement avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Alors tout ça, la modélisation, toutes les caractéristiques, nous amènent à différentes stratégies possibles pour enrayer l'épidémie de Covid-19. C'est ce que l'on voit actuellement. On peut avoir un scénario à la chinoise, ce qu'ont fait les autorités chinoises, c'est-à-dire qu'un confinement strict, assez rapide, jusqu'à l'arrêt complet de la transmission, avec des cordons sanitaires très stricts. Donc un scénario qui a un coût économique élevé, mais de faible durée, et un coût humain très faible, comme on le voit. C'est-à-dire que très peu de mortalité par rapport à l'ampleur qu'aurait pu prendre cette épidémie. On a un scénario à la coréenne, qui a été fait en Corée, d'ailleurs un dépistage systématique et un confinement assez strict, afin de tenter de briser les chaînes de transmission, même en phase épidémique. Donc le coût économique est élevé, mais il est également de faible durée, et le coût humain est très faible. C'est ce qui est également appliqué, a priori, en Allemagne. On a un scénario à la française, avec un confinement qui a été beaucoup moins strict, qui est variable dans le temps, et qui vise d'abord essentiellement à ne pas saturer le système de soins en diminuant l'intensité de la diffusion. Alors le coût économique est moyen, le coût humain est faible, mais il est supérieur à un confinement strict et rapide. On a un scénario à l'anglaise, mais qui semble évoluer, qui était de laisser la maladie se diffuser chez les non vulnérables afin d'atteindre une immunité de groupe qui protégera de ce fait les plus vulnérables. Alors, le coût économique en est faible, bien sûr, mais le coût humain peut être élevé, comme nous l'avons vu dans les projections de mortalité dans la première conférence. Et un autre scénario qui a été le message initial de pays en Amérique
l'Amérique, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, qui est de ne rien faire, donc de faire comme pour la grippe. Alors ça a un coût économique faible, mais ça a bien sûr un coût humain très élevé. La stratégie visant à laisser l'épidémie se répandre pour arriver à une immunité de groupe et disparaître par manque de susceptibles a des conséquences sérieuses. Les estimations que nous avons calculées pour le Covid-19, avec une mortalité simulée pour la France, avec une létalité globale de 1,5% qui est plutôt bas, montrent qu'avec 5% de morbidité symptomatique, on aura environ 10 000 décès. Pour 10%, c'est 100 000. Pour 30%, c'est 300 000. Pour 50%, c'est 500 000 décès. Et on estime qu'il faut au moins 60% de morbidité dans la population, morbidité symptomatique et asymptomatique que l'on ne connaît pas, pour arriver à une immunité de groupe pour le SARS-CoV-2 et la Covid-19. De plus, cette stratégie fragilise les mesures strictes prises par les autres pays et régions qui sont en contact. En fait, seule une stratégie coordonnée et internationale pourra être efficace contre cette épidémie. Alors, allons-nous tirer des leçons de cette épidémie pour le futur? De nombreuses alertes sont restées sans réponse depuis des années. Ce sont les épidémies de SRAS, de MERS, de grippe, d'Ebola. De nombreux signaux ont été émis par des spécialistes, des scientifiques, des personnalités. Ils sont restés sans vraie réponse. Tous ont dit et répété que nous ne sommes pas prêts, que nos sociétés ne sont pas prêtes à affronter des épidémies graves, et qui pourraient être bien plus graves que la pandémie actuelle. Le niveau de préparation est insuffisant. Les moyens de la recherche scientifique sont insuffisants. Les réponses sont tardives, parfois contradictoires. Elles demanderaient un niveau de coopération internationale qui, comme on le voit actuellement, n'existe pas, malgré tous les efforts de l'OMS. Nous ne sommes pas prêts. Nos systèmes de santé sont très vulnérables. Ils ne sont pas dimensionnés pour affronter des épidémies de grande ampleur. Nos sociétés sont très vulnérables dans de nombreux autres domaines. Alors, allons-nous tirer des leçons pour le futur? Rien n'est moins sûr. Je vous remercie de votre attention.